Bonjour à tous, nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de la partie digitalisation des compétences des collaborateurs dans les cabinets. Nous sommes deux pour travailler sur ce sujet aujourd'hui. Florent. Bonjour à tous, bonjour Romuald, donc Florent Burtin. Je suis expert comptable commissaire aux comptes dans un cabinet de 300 personnes, 20 associés. Et j'ai pour particularité de faire du commissariat aux comptes et je suis vice-président de la compagnie des commissaires aux comptes de Versailles. Super, donc tu es sur tous les sujets. Je suis Romuald, je préside une société qui s'appelle Aeson, qui est un nom breton qui veut dire rendre les choses simples. On est spécialisé sur tout ce qui est digitalisation de process. Notre boulot, c'est de faire travailler autant que possible les ordinateurs au service des gens pour gagner en efficacité au quotidien. Dans le programme qu'on a prévu aujourd'hui sur cette session, c'est de vous parler un tout petit peu digitalisation en 2020, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là. Florent nous parlera de la partie stratégie et besoins des cabinets aujourd'hui. On verra comment on peut matcher les deux pour porter la stratégie et le développement des cabinets sur ces sujets-là et se dire de digital. Qu'est-ce qu'on a comme opportunité aujourd'hui, à quoi ça va vous servir, sur quelles expertises. Et on travaillera en particulier sur tout ce qui concerne la modélisation de l'expertise et l'exécution d'expertise dans les cabinets, en se disant comment les robots, les IA peuvent nous aider à développer tout ça pour le bénéfice des cabinets. Voilà, évidemment, on conclura sur les bénéfices, on se dira, on espère comment vous pouvez vous projeter, vous, dans vos propres cabinets, à partir de ce qu'on vous aura présenté. Alors, la digitalisation, je vais commencer par là. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Parce que le digital est un mot qu'on connaît, digital, numérique. On a tous travaillé sur les mots sur l'informatique. Il y en a partout dans tous les cabinets d'expertise comptable, parce que vous n'empilez que de l'information. Donc évidemment, on a besoin d'outils numériques pour les porter. Alors le digital, aujourd'hui, je le vois de deux manières. Je pense qu'il y a une vague de digitalisation qu'on appelait la digitalisation des services, qui a commencé vers 2012-2013. L'emblématique était évidemment Uber et toute l'économie qui s'est développée autour de ça est portée sur l'accès à un service ou à une ressource. Avoir un taxi, se faire livrer un repas, accéder plus facilement à un service client, accéder plus facilement à une production quelconque. Et vraiment, c'est accéder à un service facilement, au moment où je le souhaite, en souplesse. Et voilà. Et ce qu'on voit, c'est que ça marche plutôt bien, puisque du digital, on en a aujourd'hui partout, et tout le monde se dit, il faut que j'en mette quelque part. Mais cette phase est probablement terminée, enfin la phase de disruption est probablement terminée. On a une énorme vague où tous les jours on avait des quantités de choses nouvelles, des annonces. On avait des applications toutes les 10 minutes à télécharger sur nos applications sur le téléphone. Aujourd'hui, on a fini cette phase-là, la courbe est passée, on met du digital partout, mais c'est plus vraiment une nouveauté, elle est intégrée, c'est la nouvelle normalité. La prochaine vague qui arrive, et dont on entend le marketing ou les prémices arriver depuis 2 ans, c'est tout ce qui tourne autour de l'IA, donc la production intellectuelle. Alors l'IA vraiment intelligente, elle est encore loin. Par contre, il y a des choses qui marchent très très bien aujourd'hui, ce qui sont autour de la robotisation des actions complexes. Et c'est typiquement ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Voilà, puisque digital, numérique, des données à manipuler chez les experts comptables, les commissaires aux comptes, forcément, il y a des choses à faire ensemble. Quelles opportunités pour vous? On en parle tout de suite. Alors oui, pour les cabinets d'expertise comptable, quels sont les enjeux actuellement? On a un triptyque en fait dans nos cabinets, c'est l'expert comptable, ses collaborateurs et ses clients. Donc l'expert comptable, par principe, il n'a pas de temps, son management, il est toujours mis en porte-à-faux, c'est très difficile pour lui parce qu'il n'a pas de temps. Il cherche toujours à avoir une compétence technique pour pouvoir répondre mieux à ses obligations de conseil vis-à-vis des clients. Et il aimerait bien augmenter, bien sûr, ses revenus et sa marge. Donc des enjeux pour lui, donc ses attentes, c'est gagner du temps et puis gagner un peu plus d'argent en vendant mieux. Alors pour ça, il a forcément en fait 2 éléments qui sont importants pour lui, à savoir ses collaborateurs et ses clients. Et donc l'enjeu, on l'a dit plusieurs fois en fait lors de ce congrès, au niveau des collaborateurs, c'est de les recruter, de les fidéliser, de leur donner de l'expertise. Et c'est extrêmement difficile en fait pour un expert quand il a très peu de temps en fait à disposition. Donc il a envie, les attentes pour lui, c'est mieux former, encadrer, aider à l'épanouissement parce qu'il a envie de le fidéliser et puis pallier à l'absence de l'expert qui a très peu de temps. Donc on cherche des outils dans le digital qui vont aller dans ce sens-là. On a beaucoup entendu parler de ça hier. Ouais, c'est sûr, on va y aller dans ce sens-là. Et puis l'enjeu client, qui est important aussi pour nous en tant qu'experts, c'est finalement sa satisfaction parce que sinon nos revenus, on ne va pas les avoir. Le prix, il faut qu'on arrive à produire forcément en fait, dans un prix qui permette face à la concurrence d'arriver à quelque chose d'acceptable en fait, pour le client. Qu'on lui donne du service qui lui rende fidèle, et une prescription, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'un client qui est satisfait pour nous, c'est quand même notre meilleur commercial, et puis diversifier nos services, parce qu'on a besoin d'accompagner de plus en plus le dirigeant qui a énormément de besoins, donc plus de services, plus de qualité,
et puis une optimisation financière parce qu'on a besoin en fait d'un cabinet qui tourne. Et puis on a besoin d'entreprises qui tournent. Moi, je te confirme, on fait partie de... J'utilise les services toi et tes confrères très régulièrement et la complexité législative, la complexité des gestions des sociétés quand elles grossissent, ce que j'ai la chance de faire en ce moment, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être assuré, on a besoin d'avoir de l'expérience et du retour d'expérience sur les prises de décision et les orientations. Alors du coup, autour de ces besoins qui sont les tiens, ceux de tes collaborateurs que tu animes et tes clients, on peut se dire, tu m'as posé d'ailleurs la question, comment on peut faire pour développer de la valeur? Il me semble qu'il y a deux sujets qui sont essentiels, dont tu m'as parlé. Il y en a un qui est produire plus de productivité, avec plus de productivité, c'est-à-dire sur ton territoire acquis de prestations, c'est comment tu vas pouvoir travailler plus efficacement. Tu m'as parlé beaucoup de recherche, contrôle, qualité. Tu m'as parlé beaucoup de lean management. Tu nous en parles une seconde? C'est l'amélioration continue. On a besoin finalement, l'expert qui a très peu de temps, son expertise, il a besoin de la capitaliser et pouvoir donner un service de qualité qui soit constant pour le client. Et puis le lean management, ça permet d'impliquer les collaborateurs sur l'amélioration en fait, du service. Donc si on améliore le service, les collaborateurs qui ont une grande expertise peuvent participer et finalement sont fidélisés au travers de l'outil digital ou autrement, enfin plus exactement au travers du management et de la qualité du service qui est produit en fait pour le client. Ça marche. Donc du coup là on va travailler sur la productivité, sur ce qui existe déjà en termes de valeur et puis en horizontal on va parler de développement de nouvelles missions connexes aux missions principales. Ça tu m'en as parlé des dizaines de fois aussi, c'est comment on génère de la valeur autour de nos clients existants et autour de nos métiers, cœur de métier. La problématique, c'est qu'on a une vision en tant qu'expert que notre cœur de métier a une valeur qui a tendance à diminuer au fur et à mesure des années, des marges qui s'effritent. Et donc, on a la volonté de produire plus de services différenciants, de nouveaux conseils pour nos clients. Et ces nouveaux conseils, finalement, c'est ceux-là qui vont permettre au cabinet de vivre, aux collaborateurs de s'épanouir et finalement aussi à l'expert que nous sommes de pouvoir trouver aussi l'épanouissement technique au travers de notre conseil. Bon, moi, l'image qui m'est venue, vous l'avez à l'écran, quand on a parlé de la préparation de cet atelier, c'est Sisyphe. On a l'impression de reprendre le chantier tous les jours, ou comme Ariane. Comment on peut faire pour que chaque jour ne soit pas la répétition du précédent et qu'on progresse? C'est un peu ce qu'on s'est posé comme question. Et ce qu'on s'est dit et ce qu'on vient de se dire à l'instant, c'est qu'en fait, tout tourne autour des collaborateurs. Mais en même temps, moi, ça ne me choque pas, puisque ce sont les collaborateurs qui produisent dans les activités de production intellectuelle. Donc, qu'on soit centré sur le collaborateur, leur bien-être, leur capacité à développer la manière dont on les manage, moi, ça me paraît juste la normalité. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir les collaborateurs et les aider dans cette création de valeur, d'expertise. Et le digital, qu'est-ce qu'on va s'apporter? Qu'est-ce qu'on va apporter là-dessus? Du coup, transition simple, quelles opportunités on doit? Je te conserve la parole encore une seconde avant de te la rendre sur la mise en œuvre. Pourquoi on se poserait des questions différentes avec le digital, d'autres outils ou de l'informatique qu'on avait auparavant? Il n'y a pas tellement de raisons, en fait, c'est juste une évolution, enfin juste entre guillemets, c'est une évolution comme on a vécu à différentes époques de qu'est-ce qu'on a comme moyen aujourd'hui pour produire différemment ce qu'on faisait hier. La chose essentielle qu'on peut dire, c'est que les outils aujourd'hui ont pris énormément d'intelligence, c'est-à-dire de capacité à manager des informations en masse, de les corréler ou d'intégrer des notions de processus complexes, donc de faire travailler plusieurs personnes, alors que précédemment, les outils étaient plutôt focalisés sur une exécution technique de quelque chose ou un service précis. Donc un outil pour générer une liasse fiscale, un outil pour la télédéclarer en ligne, c'était assez monolithique. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la collaboration qui a infusé énormément, elle a été très orientée sur mettre 1, 2, 3 personnes au cas par cas sur un sujet. Aujourd'hui, on est sur la massification ou l'industrialisation des process de tout ce que vous produisez. Donc ce qu'on s'était dit ensemble et sur ce quoi je vais te passer la main, c'est que les outils, tu m'as fait la réflexion toi-même, on a probablement deux manières de les aborder. C'est soit on prend les outils qui existent en se disant qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Et le deuxième, c'est j'ai ma méthode de travail, comment je peux développer les outils qui vont avec et où est-ce que je vais les trouver, est-ce que je vais les intégrer? Comment tu vois les choses, toi? Ouais, c'est exactement ça. On a des outils de production en fait, de masse qui sont très cadrés sur des services en fait connexes à l'expertise, soit comptable ou au commissariat aux comptes. Et là, on est plus sur l'expertise comptable, bien sûr, avec des outils qui sont soit très ouverts et qui permettent à notre expertise à nous de s'exprimer. Voilà, donc en fait très collaboratifs, ça peut être du Excel, du Word, du PowerPoint, enfin quelque chose de très collaboratif qui nous rend heureux nous en tant qu'experts, puisqu'en fait on peut s'éclater.
et trouver des moyens en fait, de montrer comment notre technique peut donner du conseil en live à nos clients, à faire de jolis tableaux, à faire de jolis rapports. Et ça, c'est très collaboratif, mais pour le coup, en fait, la reproduction en fait, du raisonnement, notre capacité à transmettre notre connaissance en fait, aux collaborateurs peut être pervertie au fur et à mesure du temps, parce qu'il n'y a rien de tel qu'un tableau Excel pour avoir une case qui est pluguée, voilà, des choses qui disparaissent, un raisonnement qui disparaît. Et puis toute l'intelligence qu'on a mis au départ se retrouve différente à la fin et plus conforme à ce qu'on avait voulu pouvoir mettre en fait, au départ dans cet outil qui est pour autant notre capacité à intégrer de l'intelligence dans l'outil. Vous la partagez, mais vous ne la reproduisez pas en fait. Et c'est ce qu'on a sur le schéma, là, c'est que très orienté en bas à droite, donc dimension expertise, dimension cas par cas sur le PowerPoint. Et puis à l'opposé, ce que tu me disais, c'est que tu avais l'opposé, complètement diagonale. Tu as des outils en fait, qui sont très simples, qui amènent un conseil au client très focus et à très grande valeur ajoutée, mais pour le coup, en fait, notre intervention est complètement cadrée. Peut-être qu'on aurait voulu le faire un petit peu différemment ou amener de notre patte, mais pour autant, en fait, le collaborateur est capable de s'en emparer. Mais notre expertise à nous, personnellement, elle est transparée parce que c'est du coup le fournisseur qui a mis en fait, l'expertise à l'intérieur de l'outil. Quoi. Alors ça répond à des besoins, mais notre expertise qu'on pourrait développer en plus, elle n'est pas forcément là. Et c'est là qu'on s'est interpellé et puis qu'on a fait un peu notre boulot d'éditeur nous aussi, c'est de se dire que les besoins non couverts, de mon point de vue, et tu me l'as validé sur le terrain, c'est qu'il y a le quart nord-est sur notre schéma, là, qui est entre le croisement de l'expertise de toutes les équipes et la capacité à le mettre en volume sur lesquels il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a bien des outils de type Forms chez Microsoft où on peut créer à la volée des formulaires avec 3, 4, 5, 10, même 50 questions si vous souhaitez. Le principe principal est de dire je vais collecter des informations, le nom du client, son adresse, le nombre de bulletins à proposer dans une aide de mission, et puis on va l'injecter dans un modèle de document. Je ne veux pas dire que ça fait de la fusion publi-postage, mais c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus évolué que ça. Par contre, la capacité de modéliser un raisonnement est assez plat, puisqu'on a une liste de questions plates. Donc, ce qui nous a intéressé de travailler depuis 2 ans avec mes équipes, c'est de se dire comment je fais pour permettre à des gens comme toi et des équipes autour de toi de développer les 2 axes principaux, c'est expertise, volumétrie, c'est comment je te mets en situation de modéliser ton expertise pour pouvoir la dupliquer. Chez les experts comptables, étant encore une fois consommateur des services de l'extérieur, moi je vais des quantités de thématiques, il y a du juridique, du social, du fiscal, tout ce qu'on veut. Je vois bien qu'il y a des milliers de variantes parce que moi j'en ai que quelques-unes et déjà ça me paraît assez compliqué pour moi. Donc j'imagine que sur le nombre de clients que vous avez chez Affigec, il y a des quantités de choses, de paramètres à prendre en compte. Donc comment on fait pour modéliser ça? Et moi je me suis surtout posé la question avant, c'est comment vous faites pour faire passer tout ça à vos collaborateurs? Parce que c'est quand même un travail de dingue et une expérience de dingue à mettre dans les neurones de tout le monde, non? Ouais, c'est énormément en fait, de formation. Et quand on disait que le temps de l'expert, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qu'on renouvelle régulièrement et nos équipes sont formées très régulièrement. L'expert essaye de donner une technique qui est la sienne. Et donc ça demande un travail de titan. Tu l'as montré tout à l'heure. On remet sur le métier très régulièrement nos compétences de manager et de formateur pour que les collaborateurs intègrent nos compétences techniques et qu'on puisse les partager. Alors eux aussi nous nourrissent de leurs nouvelles technologies et technicités, mais quelque part, on est là et notre expertise pourrait ne pas être dupliquée si jamais on faisait quelque chose avec une valeur ajoutée et qu'on ne le partageait pas en fait, avec nos équipes. Et le risque qui est important pour nous, c'est qu'on ne retrouve pas ni notre expertise, ni le niveau de qualité de notre expertise pour tous les clients. Parce qu'on doit pouvoir reproduire finalement un conseil, avec, tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de branches, il y a beaucoup d'éléments en fait, qui permettent de déterminer un bon conseil pour un client, et surtout de l'humain. Voilà. Absolument. Et alors, qu'est-ce que ça a donné cette réflexion? Enfin, nous, on a pensé qu'il y avait un vrai sujet à couvrir ici, sur lequel on a travaillé, qui a donné Génédoc, sur lequel on a travaillé ensemble avec Florent et nos équipes respectives. Et l'objectif est de dire comment je peux faire pour robotiser une partie de ce qu'on fait, intelligemment et efficacement. Si je reprends tout ce que tu m'as dit en expression de besoin, j'ai plusieurs besoins et j'ai plusieurs mobiles. Les experts ont besoin de modéliser leurs méthodes pour les transmettre à leurs collaborateurs. Aujourd'hui, on a tous fait de la présentation orale, on a tous fait des guides, on a tous mis à jour des guides, on a tous fait des vidéos. Le fait est que c'est que l'expérience est la seule chose qui ne se transmet pas, donc il faut accompagner les collaborateurs pour l'acquisition.
D'où le coaching des équipes, d'où en formation. Et puis en sortie, quand ils ont produit quelque chose, il faut recontrôler, passer derrière, parce que c'est aussi là qu'on voit, quand on a lancé des gens, ce qu'ils ont effectivement réalisé et puis ce qui peut manquer. Les collaborateurs, tu m'as dit des choses qui me semblent assez parallèles, assez consistantes avec ce que je vis dans notre entreprise, c'est que les mettre au travail quand ils arrivent, dans des sujets complexes comme on a, c'est pas évident, et c'est légitime qu'ils aient du mal à pas arriver du jour au lendemain en étant hyper opérationnels, donc ils ont besoin de méthodes cadrées, il faut qu'on puisse leur en fournir et qu'on leur donne des guides de travail pour pouvoir travailler. Donc ce qui fait que globalement, on a parlé des experts, on a parlé des collaborateurs, le cabinet, c'est quoi ces attentes au cabinet? Parce que toi, tu représentes Afigec, qui n'existe pas en tant que tel, mais le besoin du cabinet, c'est de pouvoir capitaliser les compétences, les connaissances, les méthodologies de tous tes collaborateurs pour les diffuser, décupler la capacité à produire, dire qu'on soit de moins en moins dépendant d'hyper-experts, mais pour diffuser les capacités. Si on est plus à produire, forcément, on est plus à générer de la valeur. Voilà. Et puis, ma foi, je le prends d'un point de vue client cette fois-ci, mais la standardisation de la qualité ou de la méthode d'analyse ou d'échange me paraît essentielle. Moi, quand j'ai plusieurs interlocuteurs sur un même sujet qui me posent des questions différentes, c'est quelque chose qui me surprend toujours, parce que ça veut illustrer que le schéma de pensée n'est pas tout à fait le même. Est-ce normal? Ça peut être bien en fonction des points de vue, mais sur les sujets simples, ça doit être à peu près nivelé, me semble-t-il. Et puis, le dernier sujet, je suis un très mauvais élève, mais on est, côté client, souvent à demander des délais terribles parce qu'on est en flux hyper tendu. Alors, une fois qu'on s'est dit ça et qu'on a nos besoins, comment Genedoc peut y répondre? Je t'ai mis sur l'écran les deux principaux modules, les deux principaux approches en fonction de nos interlocuteurs. Sur la partie gauche, les managers de documents, les experts chez toi, les managers vont pouvoir avoir des éléments pour modéliser les contenus des documents. Vous avez déjà tous, dans tous les cabinets, des modèles Word, Excel, de templates qui ont été faits pour avoir des trames sur lesquelles on rajoute des articles, on les change en fonction des législations, on les supprime parce que ça ne marche pas le client. Pour autant, ça fait beaucoup de choses à animer. Là, on va essayer de les canaliser pour les avoir à un seul endroit. Le deuxième écran que vous voyez sur le coin en bas à gauche, c'est de se dire, une fois que j'ai toutes les variables de mon document, comment je choisis les bons articles en fonction du cas client et en fonction de ce que je vais produire, si c'est un contrat de travail, une lettre de mission, autre chose. Donc en fait, cette partie-là qu'on va revoir dans quelques instants en plus grand écran va vous permettre à vos experts de modéliser la démarche. Quelles sont les questions qu'on pose aux clients? Moi, je prends toujours l'exemple, quand j'appelle mon expert comptable favori en disant j'ai François qui commence lundi, il faut lui faire un contrat de travail. J'ai les mêmes questions qui reviennent. OK, il est en CDI ou en CDD? C'est encore un ingé au développement? Non, il est au commerce. Ah, il est au commerce, il se déplace, j'imagine. OK, une clause de mobilité, mais il se déplace loin, pas loin, en voiture, en train. Voilà, et on voit bien qu'il y a plein de questions canalisantes qui permettent de créer un entonnoir. Ce qu'on va demander aux experts de modéliser. De l'autre côté, sur la partie droite, les collaborateurs, on va leur donner quoi? Des éléments d'exécution de cette méthodologie. C'est ce qu'on va voir en haut à droite, où on va avoir des questionnaires qui vont, contrairement à Forms, s'autodimensionner, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui vont s'ouvrir ou se fermer en fonction des cas qui vont être rencontrés. Le système va générer les articles qui vont être qui sont adéquats en fonction des cas clients. Et puis à la fin, j'appuie sur un bouton. Là, je reviens sur ma notion de robot. Je génère le document de sortie. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'expert, je te l'ai dit aussi, c'est de savoir quand moi je dois intervenir ou quand mon collaborateur en fait peut s'approprier l'intelligence en fait du document. C'est ça qui est important pour moi, quoi. Et en fait, comme il est guidé, il va pouvoir interagir dessus et se dire tiens, je comprends pas, il y a des points de passage ici dont je ne maîtrise pas l'enchaînement des questions. Je te le fais voir dans un instant. 3 slides pour comprendre la techno avant qu'on puisse parler mise en œuvre qui est l'essentiel avec toi. C'est de se dire comment je transcris mes modèles de documents qui existent déjà dans Genedoc. À gauche, j'ai un Word. À droite, j'ai Genedoc. Je fais du copier-coller et je structure mes paragraphes comme si je faisais du titre 1, titre 2, titre 3. Donc, ça, c'est plutôt facile et me semble-t-il, vous avez des quantités de choses déjà disponibles partout pour vous. On a déjà énormément de modèles. D'ailleurs, ça pose un problème. C'est qu'on n'est pas sûr d'avoir le dernier modèle à jour. Celui de la semaine dernière ou de 1912, c'est toujours la bonne question. Exactement. Avec la police de caractère. On a bien utilisé le dernier modèle. C'est lequel? Il est où? Tout le monde a stocké. La deuxième étape, de modéliser les questions. Là, je vous l'ai fait un peu en plus grand, mais ça mériterait une petite vidéo à ce qu'on ne va pas faire là. Mais en gros, sur le centre de l'écran, tu as les questions
que tu poses à ton collaborateur, un peu comme, enfin, ou à ton client ou ton interlocuteur, un peu comme je le disais tout à l'heure, CDI, CDD, vous êtes dans quelle branche professionnelle, est-ce qu'il y a du déplacement, est-ce qu'il y a des contraintes spécifiques. Sur la partie gauche de l'écran, je le fais vraiment en live et l'écran est un peu loin. Pour moi, finalement, j'aurais dû prendre mes lunettes. On va avoir toute la question dépendance. Donc, c'est comment je gère la profondeur et l'enchaînement des questions en fonction de ce qu'on dit. Si j'ai quelqu'un qui me pose la question, et c'est un CDI ou c'est un CDD. Si j'ai un CDI, je ne vais pas poser la question, c'est quand la date de fin de contrat, ou je vais poser la question que le début. Voilà. Sur la partie type de réponse, l'expert va pouvoir dire qu'est-ce que j'attends comme réponse du collaborateur. Il me dit oui, non, CDI, CDD. Il me dit quoi, c'est quel type de contrat? Non, c'est pas un bon exemple. Ça, type de société, une SARL, une SA, une SAS. Ce qui est important dans le mode de fonctionnement, c'est que nous, on peut voir quel a été le raisonnement du collaborateur et s'il a bien descendu en fait, les éléments en termes de supervision. Juste après, quand tu vas l'exécuter, effectivement. Donc, sur la modélisation, on a ça, et puis on a la partie filtrage, donc les articles qui restent ou qui ne doivent pas rester dans le document en fonction de ce qu'on s'est dit. Et c'est justement là, tu as raison, qu'on fait la bascule. C'est qu'une fois que l'expert, ou les experts d'ailleurs qui ont collaboré, ont modélisé l'ensemble du questionnaire, l'ensemble des cas, le collaborateur, il est guidé dans son exécution et tu vas pouvoir auditer toute la trame. Je me suis toujours posé la question, comment vous faisiez pour auditer des rapports de commissariat aux comptes? Tu as dû en faire des milliers. Et comment tu dis quand tu as 5, 10, 20, 50 collaborateurs qui te disent, tiens, la pile de rapports à vérifier aujourd'hui, vérifie comment tout va bien. Et c'est quoi le schéma de pensée à la base? Le schéma de pensée, c'est est-ce qu'on a bien pris en fait, le dernier rapport qui va bien avec le dernier modèle, avec la dernière clause, et est-ce qu'on a bien reproduit les clauses qu'on a l'habitude en fait, de prendre. Donc le risque, c'est également, en fait, tu sais, le truc qui n'est pas bloqué. On n'a pas changé un monsieur en madame. Ouais. C'était une association et puis on est passé sur une entreprise. Voilà, enfin, il y a des trucs de base où quand c'est pas bloqué, ça nous permet de prendre un risque en fait, encore plus important en tant qu'expert. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas se concentrer sur la partie expertise qui nous concerne et on va regarder quelque chose qui finalement va nous demander du temps et qui n'a pas valeur ajoutée pour nous. Tu as le détail qui t'attire l'œil tout de suite et du coup qui pollue la démarche globale. Ouais. Donc il me semble que c'est là où on a fait vraiment de la valeur ajoutée ensemble. C'est sur cette capacité. C'est pour moi là qu'on a l'enchaînement, la capacité à décupler, parce qu'on va enfin modéliser une méthodo. Je dis enfin, c'est un peu péremptoire, mais on modélise la méthodo, on la met à disposition de tous les collaborateurs, et à travers l'outil, c'est le raisonnement de l'expert qu'on infuse. C'est l'expert en fait qui prend en charge la méthodologie. Absolument. C'est lui qui met sa patte. C'est toi, tu nous aides à la mettre. Moi, je t'aide à la formaliser, c'est tout. Tu nous aides à la formaliser, mais justement, c'est notre méthodo à nous en fait qui est intégrée et qui nous permet d'agir un peu plus en sécurité d'abord, puisqu'on arrive à bloquer certains endroits pour éviter que par inadvertance on change un truc ou un autre. Et surtout, en fait, nous permet de nous concentrer sur les éléments techniques qui portent la valeur en fait du cabinet et du message qu'on veut porter au client et la valeur ajoutée de notre rapport ou l'intégration d'informations pour lui et pour nous. Et ça nous permet aussi, pour le collaborateur, de bien comprendre notre méthode de raisonnement. Ça marche, et donc on l'a synthétisé une dernière fois ici. C'est donc le questionnaire suivi méthodologie, comment j'alimente la discussion, l'échange avec mon client, ou comment je collecte les informations que je n'avais pas forcément anticipé en tant que collaborateur parce que je ne maîtrisais pas tout le process. La deuxième étape, j'ai le document qui est généré, le contenu est pré-généré et permet de faire une révision avec l'expert. Alors, il y a un des sujets qu'on a développé qui est, moi, que j'aimerais avoir dans toutes mes activités, c'est que on a tous les articles généraux donc, qui ont été robotisés uniquement par la méthodologie, et on a des petits pictos sur tous les endroits où le collaborateur a personnalisé quelque chose en termes d'ajout, de modification, et sur lesquels on peut se dire, OK, là, il m'a produit quelque chose de nouveau, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut que je me concentre avec lui. Exactement. Le dernier bouton, génération du document, et voilà, une fois qu'on s'est dit quel est le bon contenu, sortir le document dans la bonne charte graphique, le bon modèle, la bonne police de caractère, ça c'est un truc qui fait toujours débat et qui est drôle. Mais qui le bon capital et la bonne adresse. À jour, quand il y a des changements. Avec le bon logo. La profondeur d'expertise peut être assez variable. J'ai vu sur des documents en 10, 15 questions, on a passé l'ensemble du sujet en revue. J'ai vu des choses très complexes. À ce jour, 15h34, je crois que toute mon équipe est la détentrice du record de complexité sur un document, puisque le document le plus complexe chez vous, c'était la lettre de mission. On va en parler dans quelques instants. Je crois qu'on était à 580 questions.
options différentes. Donc on imagine la quantité de cas qu'il y a à la sortie de l'arbre quand on a autant d'étapes. D'ailleurs, c'est le cas d'usage que j'avais juste derrière. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ces technos aujourd'hui? À quoi on est arrivé? On a commencé par faire plein de sujets autour des diagnostics, les diagnostics sociaux, fiscaux. Est-ce que vous avez bien, quand vous prenez en particulier un nouveau client, est-ce qu'elle a bien rempli ses obligations légales, fiscales, sociales avant de venir? Est-ce qu'il y a des choses à détecter avant et à mettre en conformité? Ça, c'est facile parce que c'est un ensemble de questions qui sont généralement assez fermées. Et donc, une fois qu'on a revu toutes les questions, appuyer sur un bouton pour avoir le rapport, c'est plutôt simple. Toi, tu t'es intéressé de mémoire d'abord aux lettres de mission dont je parlais, avec 586 éléments complexes. Mais qu'est-ce que tu mets dans tes lettres de mission pour qu'il y ait autant de choses? Alors, on s'est aussi dit comment on accompagne le client quand il arrive chez nous. Donc, c'est vrai que c'est le bon sujet, le bon raisonnement. Voilà, donc l'idée, c'était au-delà de la lettre de mission, déjà détecter finalement dans l'accompagnement le livret d'accueil qui va pouvoir être donné au client, les informations complémentaires, et puis peut-être que les questions que l'expert finalement a mis en œuvre au départ, peut-être qu'il y a une deuxième découverte derrière à réaliser par le collaborateur avec le client sur d'autres prestations ou d'autres modalités de fonctionnement qu'on n'a pas pu étudier dès le départ, quoi. Et donc du coup, on est allé dans tous les métiers, parce qu'en fait, on a différents métiers, et on a différents niveaux de conseil avec les clients, et on s'aperçoit que ça donne une modélisation vraiment importante de la lettre de mission dans ce cadre-là, quoi. Avec la volonté aussi d'une découverte accompagnée, puisqu'en fait, on n'a pas tous le même focus et les mêmes idées en fait, sur l'accompagnement du client. On peut se focaliser sur la partie fiscale ou sur la partie comptable ou sur la partie contrôle interne. Peu importe, parfois on a des focus qui sont de petites marottes. Avec un questionnaire un peu ouvert, ça permet de ne pas passer à côté de quelque chose d'énorme et de ne pas être focus uniquement sur nos marottes. Ouais, du coup tu canalises le côté marotte de tes collaborateurs pour ajouter en plus ce qu'ils n'auraient pas forcément vu tout de suite. Et du coup, tu nivelles tout le monde dans le modèle. En fait, tu as regroupé les marottes de tout le monde, là. On a regroupé les marottes de tout le monde et ça me donne de la valeur ajoutée pour le client, forcément. Vachement bien. Super, on m'a parlé d'avenant sur le coffre-fort électronique aussi, que j'ai fait moi-même d'ailleurs. Ouais, le coffre-fort numérique, là, typiquement, en fait, est-ce qu'on a un client qui a ce besoin-là? Donc en fait, en quelques questions, on arrive à savoir si le client il est dans le process du coffre-fort numérique ou est-ce qu'on continue par exemple papier? Est-ce qu'on avait une problématique RGPD avec lui ou pas? Et dans ce cas-là, en fait, on ne bouge pas avec ce client. Et du coup, en fait, ce questionnaire qui est élaboré par l'expert parce qu'il va avoir les notions RGPD qui ne sont pas forcément acquises par l'ensemble des collaborateurs, c'est formalisé. En une dizaine de questions, on va savoir finalement quelle est la meilleure solution pour le client avec quelque chose qui, somme toute, paraît simple, qui est un coffre-fort numérique ou garder en fait un bulletin de salaire finalement en papier. Voilà, et qui peut être, quand on le regarde comme ça, être dupliqué finalement à l'infini pour les clients. Pour autant, en fait, l'expertise de départ, on l'a mis en commun à plusieurs pour savoir comment organiser cette offre pour les clients. Bon, super, et on se parlera dans quelques instants de comment ça s'est mis en place et le méthodo justement et de retour d'expérience. Moi, ce que je peux te partager, par ailleurs, on n'a pas encore traité ensemble, mais on l'a fait pour plusieurs de tes confrères, la robotisation des contrats de travail. Là, si vous avez un service social qui en produit quelques dizaines ou plus tous les jours, voilà, avoir la bonne démarche pour tout le monde pour le systématiser, ça peut être pas mal. Un des sujets qu'on a beaucoup aimé, que tu dois apprécier en tant que CAC, c'est le rapport des comptes annuels. Voilà, en termes de masse de travail à abattre dans un temps déterminé qui est muable tous les ans et se dire waouh, aujourd'hui on y va les gars et comment on fait pour arriver au bout et comment on fait pour identifier tous les sujets qui sortent du lot. Là, il y a un enjeu qui me paraît important. Et donc, d'une manière générale, on peut se dire que tous les documents sur lesquels on est capable tous les documents, toutes les expertises sur lesquelles on est capable de produire un raisonnement, une méthodologie, on va pouvoir le robotiser ici dans Genedoc. Retour d'expérience justement, une fois qu'on sépare ces documents, et la question qu'on peut se poser de nos interlocuteurs en ligne, c'est se dire, bon, qui est-ce qui a fait ça et comment ça s'est passé? Alors si on le fait un peu dans l'ordre, les documents, on a dit lettre de mission, coffre-fort électronique pour le moment. L'équipe qui a produit ça, c'était qui dans ton cabinet? Alors c'est un collaborateur en fait qui a une grande expertise dans les différents métiers, qui avait une capacité à aller aussi bien sur de l'informatique que sur du client, que nous accompagner. Donc c'était le gars multitâche qui a toujours en fait une bonne idée et qui a envie d'avancer. Voilà. Ça c'est toujours bien d'en avoir. Et c'est toujours bien d'en avoir un. Et on en a toujours un en fait dans le cabinet qui a toujours envie d'aller de l'avant. Et nous, on l'a identifié. Et
il est très content en fait comme ça. On lui a donné en fait cette opportunité-là. Très bien. Et dans l'équipe en fait, il a pris autour de lui en fait d'autres collaborateurs avec lui, plus nous un expert pour aider à modéliser, qui a collecté en fait l'ensemble des idées, les façons dont on avait d'opérer notre lettre de mission. Alors pour le coffre-fort numérique, typiquement en fait, c'est l'expertise de celui qui était plutôt informatique et de celui qui était plutôt RGPD pour s'assurer en fait qu'on était bien dans le cadre. Ils ont parlé ensemble, ils ont mis 2 jours en fait pour faire le document, générer des questions, organiser le document pour que finalement en fait en un clic après avec l'éducation, n'importe quel collaborateur puisse faire le raisonnement lui-même. Alors, 2 jours pour faire l'avenant, coffre-fort électronique, ça me paraît très très peu. Et si on reprend le document champion du monde, lettre de mission avec ses 580 questions. Là, c'est beaucoup plus. C'est un projet, on continue encore parce qu'on pense qu'on peut encore l'améliorer. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir faire probablement plusieurs étapes. Mais là, moi, j'ai entendu parler d'une dizaine de jours dans ton équipe pour produire ça, ce qui me paraît d'une efficacité redoutable. Alors, tu as plus de temps que ça parce qu'en fait, on est allé au-delà de ça, puisqu'on était sur l'accueil en fait, du client. On s'est même dit si finalement on ne devait pas dédier des personnes juste à l'accueil du client une fois qu'on a commencé à rentrer dans le détail. Tu vois. Donc, générer le document et le raisonnement, ça s'acquiert en fait au bout de quelques jours parce qu'il y a quand même une méthodologie à acquérir. J'allais te poser la question là, sur la courbe d'apprentissage. Voilà, il y a une courbe d'apprentissage qui se fait. Il faut découvrir au départ le raisonnement et surtout en fait le partager. Donc il y a une notion de partage et de travail en commun qui est un peu plus importante en fait au départ, mais après on diminue en fait le temps d'intervention. On va gagner 25-30% en fait de temps d'efficacité au fur et à mesure qu'on enchaîne en fait les nouveaux documents à mettre à disposition de l'ensemble des collaborateurs, bien sûr. Ça me paraît quand même des retours assez rapides. Au-delà de la courbe d'apprentissage, les questions qu'on peut se poser, c'est l'adhésion. Alors, tu nous as dit qu'il y avait des collaborateurs qui étaient enthousiastes de nature, donc ça c'est plus facile. Et pour ceux qui étaient autour et qui ont été embarqués dans le projet, et pour les collaborateurs qui utilisent l'outil, aujourd'hui, comment ça s'est passé? Mais la reproductivité est importante pour eux. Ils ont l'impression finalement de pouvoir avoir l'interaction en fait, avec l'expert. Ouais. Ne pas se tromper en donnant en fait, le dernier document, ça fait toujours plaisir d'arriver avec le truc qui va bien devant l'expert. Ouais. Voilà. Et pour communiquer avec lui, c'est quand même plus simple. Donc ça améliore la communication. Et puis on a un retour aussi des collaborateurs qui viennent nous dire pourquoi tu n'as pas mis ça? Moi, j'aurais bien pensé à ça. Et est-ce qu'on ne peut pas le changer? Parce qu'en fait, ils voient la méthode de raisonnement. Ils disent ah bah oui, tiens, oui, en effet, il y a peut-être quelque chose à faire. Et ça amène en fait de l'échange avec eux. Et du coup, on va pouvoir parler amélioration continue. Bon, super, ça c'était ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Prochaines activités à digitaliser? Alors, les prochaines activités, là, tu vois, typiquement, en fait, tu parlais du contrat de travail. Ouais. Nous, dans le contrat de travail, on a les contrats, entre guillemets, qui sont assez simples et on a besoin de détecter, comme je te l'ai dit tout à l'heure, finalement, quel est le niveau d'expertise, en fait, à intégrer. Donc, on va avoir, nous, une détection de le contrat de travail qui peut être fait directement par le collaborateur et le moment, en fait, où il doit demander conseil en fait à l'expert et que ça se détecte automatiquement au travers du questionnaire et qu'ils reviennent justement pour qu'on participe ensemble à l'élaboration d'un document parce que ça dépasse en fait l'expertise qu'il a. Et puis après, des trucs très simples en fait en social, tu vas avoir en fait l'affichage obligatoire. Alors, attends. Laisse-moi passer sur le slide qui va bien, tant qu'à faire, on va avoir le support pour tout le monde. On va enchaîner directement donc. L'avenir pour toi et les bénéfices pour le cabinet. Donc, au-delà de ce que tu en as fait, c'est qu'est-ce qu'on en a retiré, qu'est-ce que tu peux retirer pour tes confrères. Donc là, on a pris plusieurs sujets. L'aspect qualitatif, c'est le premier sur lequel tu m'as interpellé, c'est le premier sur lequel on nous interpelle d'une manière générale, c'est qu'avant de produire en masse, il faut commencer par produire bien, juste. Et ensuite, on peut commencer à faire de la masse. Mais tant qu'on ne le fait pas, ça ne marche pas. Les points clés là-dessus, tu m'as parlé de méthodologie. Là, moi, je voudrais juste dire quand même, la masse, c'est déjà, ne serait-ce que délégué à 1 ou 2 collaborateurs, tu es déjà dans la masse parce que tu n'es plus là, toi, en tant qu'expert. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Et donc la masse, elle n'est pas forcément parce que tu as 300 collaborateurs, c'est aussi parce que tu n'as pas le temps de t'occuper de tout le temps. Quoi. Et du coup, on va pouvoir en parler sur la partie productivité. On l'a raté, mais donc le qualitatif, on a parlé méthodologie, on a parlé hyper-expertise, tu m'as parlé de domaines sur lesquels tu allais travailler pour aller de manière très profonde. Oui, typiquement, en fait, on peut amener d'autres domaines d'information, type évaluation. Bon, alors, on peut avoir des spécialités, c'est très à la mode en ce moment, on a des spécialités pour les experts comptables qui viennent d'arriver. Capitaliser sur son expertise, c'est aussi la reproduction de la qualité de son expertise. Si on est expert tout seul, on a le risque finalement en fait, de ne pas développer la clientèle qui va bien. Quoi. Donc en fait, il y a un domaine d'expertise avec un certain niveau où l'expert a besoin d'intervenir, un autre en fait, où il a besoin juste de dupliquer son expertise, et en tout cas de la partager et de former ses collaborateurs. Donc la spécialisation, quelque part, l'hyper-spécialisation, ça peut être aussi une capacité à générer du travail à côté de l'expertise comptable qui est du conseil, formalisé par un rapport, formalisé par une méthodologie. Et là, ça devient important d'être sur le qualitatif. Si on n'a pas ce qualitatif, on ne sera jamais reconnu
comme le spécialiste en fait d'un domaine. Je suis d'accord, c'est la justesse, en tout cas côté entrepreneur. Ce qui compte, c'est qu'on puisse avoir l'information juste pour décider avant tout. Après, que ce soit produit de manière efficace chez toi, je te dirais bien que c'est ton problème, mais ce qui m'intéresse en tant que client, on a vu expert, collaborateur, client, moi c'est d'avoir la bonne information. Ça marche, donc on a parlé quantitatif, on a parlé de productivité, donc c'est une fois que tu produis bien pour tes clients, c'est comment tu produis plus efficace. Le premier sujet, effectivement, c'était de pouvoir dupliquer la capacité à produire à plusieurs collaborateurs. Et déjà, on marche sur la partie capacité production, développement de son activité. On a parlé efficacité, tu nous as dit tout à l'heure 25-30% de gain de productivité, il n'y a pas photo, les robots ils sont là pour ça. Quantitatif, chaque collaborateur va pouvoir traiter plus de dossiers, ça c'est un peu un leitmotiv qu'on essaie de faire, mais là pour le coup, c'est le collaborateur épaulé qui va le faire. C'est le collaborateur épaulé et nous on gagne du temps. Sur le temps de l'expert, celui-là pour le coup on ne peut pas le dupliquer à l'infini, quoi. Ça marche. Et ce qu'on s'était dit également en préparant cet atelier, c'est la partie délai, puisque dans la mesure où une partie du boulot est robotisée, on va forcément contracter les délais et réduire les interactions pour produire. Sachant que le goulet d'étranglement, on le connaît, c'est l'expert. Donc s'il n'est pas là, le travail peut quand même se faire, au moins arriver en fait préparé de façon importante. Ça marche. Un point qui m'est apparu essentiel dans nos échanges, c'est l'amélioration continue. Donc je sais que tu es fan de lean management et d'amélioration continue. Tu nous en dis un mot là-dessus ? Voilà, on a formé une équipe, en fait, des collaborateurs, à travailler à l'amélioration. Et donc le but du jeu, c'est que chacun s'approprie finalement les outils et l'organisation et participe en fait à cette amélioration. L'information, c'est pas du top-down, c'est tout le monde participe en fait à l'amélioration et du service et du produit, la qualité de la relation. Et ça permet justement de mettre en valeur des collaborateurs qui ont vraiment des choses aussi à nous apprendre et à mettre en œuvre. Et le partage. Et du coup, en fait, en tant que manager, on est mis en valeur et on met en valeur en fait nos équipes. Et oui, il me semble que l'évolution ici, c'est que d'une manière générale, j'imagine que tous les collaborateurs sont là pour travailler l'évolution du cabinet et le faire. Le changement, c'est que comme on peut ancrer la méthode et l'exécution de la méthode, on sécurise vraiment chacune des étapes. On est sûr de pas de retour en arrière ou de choses qu'on va dériver dans le temps avec les modèles, par plein de bonne volonté, de gens qui prennent l'initiative, mais qui vont de sortir de la canalisation principale. Ce qui m'amène sur la partie sécurisation des livrables. Une fois qu'on a la méthodo, elle est auditable. On l'a vu qu'on pouvait la réviser, mais du coup, quand vous faites des contrôles internes ou vous avez des contrôles du H3C ou du RCC, vous êtes capable de reproduire toute la démonstration de la production d'un document et d'échange avec le client. Alors ça, c'est pour le commissariat aux comptes, mais c'est exactement la même chose. En fait, nous, pour un service finalement qui est du conseil au-delà de l'expertise comptable, voilà, et typiquement, nous, même en interne, on a besoin de s'assurer que le processus en fait, est cohérent par rapport à ce qu'on avait mis en fait, à la base pour éviter qu'il y ait une erreur fondamentale qui pourrait remettre en cause notre responsabilité d'expert. Puisque c'est ça, en fait, le risque qu'on a. Nous, on a une responsabilité d'expert, et donc le contrôle interne de la production de l'élément intellectuel doit être maîtrisé et contrôlé. Donc, on va appeler ça la piste d'audit. Mais la piste d'audit, elle est valable en fait sur n'importe lequel de nos métiers experts. Et donc en fait, la digitalisation, c'est pas juste de la saisie ou de la robotisation de la saisie, c'est créer de l'intelligence pour nos collaborateurs ensemble. Oui. Et puis on va en reparler dans un instant. Mais justement, il arrive là, c'est la notion de collaborateur augmenté. Alors le collaborateur augmenté, quelqu'un va faire réflexion, non, c'est pas le collaborateur dont le salaire a été augmenté, c'est le collaborateur dont les compétences et la capacité de production ont été augmentées. Pourquoi ? Parce que justement, on a fait une hybridation entre ce que l'humain est capable de faire de mieux en termes d'excellence et de compréhension, d'appréhension de la relation avec l'autre et de ses besoins, et le robot pour l'exécution, la formalisation de méthodes qu'on lui a enseignées, puisque c'est bien de l'apprentissage qu'on a fait ici. Et lui, par contre, il le fait sans oublier une question parce qu'il était en retard dans le métro ou parce qu'il y a quelque chose qui l'a perturbé. Et donc, on a l'ouverture, la capacité d'écoute et l'aspect digital, mathématique de la démonstration. Sur cette notion de collaborateur augmenté, on s'est dit aussi que l'accompagnement par des questionnaires qui se ferment au fur et à mesure de l'avancement des questions qu'on a, sont des bons éléments de formation des collaborateurs, parce qu'ils vont aussi acquérir une partie de leur savoir par l'exécution. Tu me disais qu'un collaborateur, historiquement, il fallait 3 saisons pour qu'il soit complètement autonome. Ouais, ça, c'était un truc de vieux de l'expertise. On a toujours dit il faut 3 saisons pour un expert comptable, pour un jeune, en fait, pour arriver à faire des bilans en fait, sans problème.
et faire le conseil en fait qui va pouvoir donner en fait aux clients au moment où on va présenter en fait notre bilan. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui en fait on a des collaborateurs qui restent beaucoup moins longtemps avec nous, donc il faut leur donner les compétences plus rapidement, donc les amener dans une formation où l'acquisition de la connaissance est plus rapide, mais pour leur bien aussi, parce que ça leur permet finalement de ne pas passer par la case je saisis pendant des semaines, des mois, des années, avant de pouvoir finalement faire le bilan et le conseil en fait au client. C'est gagnant-gagnant avec le collaborateur, puisqu'on va le mettre dans un schéma où les choses qui sont un peu rébarbatives, finalement, elles vont être cadrées, donc il ne va pas perdre de temps dessus, et puis essayer de donner du service au client avec cette notion, tu vois, d'accompagnement et pas forcément en fait de conseil, parce que le collaborateur, par sa technicité, lui cherche à accompagner le client. Donc par des travaux très simples, qui ne sont pas forcément des gros travaux, mais l'accompagnement du collaborateur, c'est super important en fait pour nos clients, quoi. Il me semble que ça permet de produire de l'intelligence, tout ça, et de pouvoir y consacrer plus de temps. On peut repasser ce dernier slide sur la partie management avant de conclure de ce qu'on va pouvoir se projeter. Je vais revenir à ce qu'on se disait en introduction, on a parlé de digital en disant quelles sont les évolutions des outils, on a parlé de méthodos et stratégies pour les cabinets pour se développer. Au fond, le digital, c'est une révolution, c'est une question de management, c'est une disruption ou c'est la continuité de ce que vous faites? Alors, j'ai envie de te dire que le digital, pour nous, c'est juste la mise en valeur en fait, de notre management. Donc, on capitalise sur notre capacité à transférer nos compétences en fait, à nos collaborateurs, mais en plus du transfert, de les capitaliser avec eux, de leur donner de l'autonomie et finalement, pour un certain nombre d'entre eux, devenir des experts aussi dans leur domaine, et puis peut-être nos associés demain ou l'expert comptable qui va pouvoir reprendre en fait notre cabinet. Il ne faut quand même pas oublier qu'on a nous pour vocation finalement à faire croître nos cabinets, à les transmettre, à avoir des associés. Voilà, donc on se met aussi dans notre capacité à être avec des jeunes et de transmettre en fait nos compétences. Nos cabinets, si on n'a pas de collaborateurs et si on ne transmet pas en fait nos compétences, si nos clients ne reconnaissent plus en fait notre conseil, on n'aura plus de cabinet et on n'aura plus personne en fait pour produire. J'entends beaucoup de choses de culture qui sont liées à un historique avec plusieurs associés là-dessus. Oui, tout à fait. Et le management en fait par principe, c'est ce qui donne la valeur. Nous, on a de l'humain. Voilà. Et on pense que l'expertise, elle n'a de valeur que si elle ne tient compte de l'humain. Voilà. Si tu ne crées pas en fait, ton expertise au travers de l'humain, il y a de grandes chances en fait, pour que tu rates une décision en fait, avec ton client. Donc on va essayer de modéliser des choses qui ne sont pas forcément mises aujourd'hui dans des logiciels qui nous arrivent tout près, parce qu'en fait, ce sont nos compétences à nous, et notamment dans la relation, qui sont importantes. Donc oui, pour ces nouvelles générations, en fait, pour les jeunes, c'est important aussi de se sentir mis en valeur, de sentir qu'on va les écouter, de sentir en fait, qu'ils peuvent participer. Et au travers des outils, ils sont montrés, ils sont ouverts, mais ils sont canalisés pour qu'on évite de tous partir à droite ou à gauche. Et donc le fait de canaliser, ça permet une meilleure écoute, une meilleure interaction de l'échange entre nous pour donner un meilleur service en fait, aux clients. Ça me paraît super et tu as réussi à remettre nos experts, tes experts, tes collaborateurs et tes clients au centre de tout. Écoute, il nous reste 3 minutes pour conclure et donner une idée de se projeter aux gens qui nous suivent aujourd'hui. Je crois qu'on a 3 slides sur le sujet. Le premier, c'est on se resynthétise les impacts pour Afigec en 30 secondes. Les points clés pour toi, donc c'est le support de ta démarche Lean Management. Exactement. En fait, transfert de la compétence et tout le monde participe à la valeur ajoutée. Il n'y a pas que les experts en fait, qui participent à la création de valeur, à l'amélioration en fait, de la qualité de service. Tous les collaborateurs sont impliqués et peuvent participer. C'est obligatoire si on veut avoir une bonne relation en fait, au sein de l'entreprise. Super message. Le digital, c'est de l'outil. Il faut intégrer les outils de son temps, évoluer avec. Ça nous aide. Ça nous aide. On a peu de temps et finalement, ça va nous aider à transmettre encore plus et plus vite. Tu vois. Donc, il faut considérer que c'est une vraie aide pour nous. Et on ne perd pas notre expertise, puisqu'encore une fois, je le dis, si tu mets ton expertise sans humain, il n'y a pas d'expertise. Donc, en fait, la digitalisation, c'est forcément pour aider notre expertise. Donc, on est sur du management et de l'intégration d'outils pour le management au quotidien sur son cabinet. Super, ça, c'est pour Afigec. 2 questions pour toi avant la conclusion finale. Les prochaines étapes en interne et ensuite je te poserai la question chez tes clients. C'est quoi ta roadmap? Voilà, donc en fait on a des petits outils. Nous on cherche toutes les petites choses qui étaient faites par nos collaborateurs et qui demandent en fait un peu plus d'efficacité parce qu'elles sont concentrées sur une personne ou deux. Oui. Et on s'aperçoit en fait que c'est un super service mais qu'on ne maîtrise même pas en fait
pour tous les collaborateurs, comme je te l'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est tellement bien fait qu'on oublie comment c'est fait. On en oublie en fait que c'est un truc super. Voilà, on est en train de se dire, tiens, on a un abonnement contrôle fiscal et contrôle URSSAF. Tiens, mais qui l'a fait? Il y en a un qui a fait ça en fait pour prépayer ce contrôle. Et cette aide, finalement, il faut peut-être se poser des questions. Est-ce qu'on peut le dupliquer à d'autres clients? Ou comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'était l'affichage obligatoire. Il y a un collaborateur qui a fait ça dans son coin et qui a fait un truc super, mais finalement, en fait, les autres, c'est pas reproductible. C'est pas reproductible. On en en fait, il revient. l'a fait dans son coin. Alors qu'il y a de l'intelligence dedans. Et pour le coup, ça vient pas de l'expert. Dernière question pour toi. Tu as le droit à 30 secondes avant qu'on rende l'antenne. Les prochaines étapes pour les clients. Tu m'as dit que tu voulais dupliquer tes méthodes chez les clients plus les faire en interne. Eh ben, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, ce sont des méthodes qui permettent du contrôle interne. Et donc à partir de là, si on a un client qui a un processus un peu particulier de raisonnement et qui amène un document à la fin, nous on peut très bien en fait l'accompagner dans cette stratégie-là, voire mettre notre patte en fait dans cette intelligence de document en mettant la traçabilité et l'audit qui va bien et qui permet finalement d'exprimer notre expertise, de donner du contrôle en fait au client sur son processus de production, parce que nos petits clients, ils ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les forme. Voilà, on est vraiment avec eux au quotidien. Et les aider dans une démarche, entre guillemets, conseil, d'amélioration aussi continue pour eux. Finalement, on donne une super valeur ajoutée à notre travail. Donc, c'est un outil. Et donc, ce que j'aime bien, c'est, si tu veux, c'est travailler par rapport à un outil et pas par rapport, en fait, à une méthodologie un peu fantasque. Voilà. Donc, on est dans du concret. Super. Et du coup, il me reste 10 secondes pour conclure sur les opportunités pour vous, parce que là, je vais vous retourner la question à tous ceux qui sont en ligne. Qu'est-ce que vous allez retenir? Donc, sur quoi vous allez commencer? Vos process, vos mobiles, c'est quoi? C'est augmenter vos collaborateurs, développer la productivité, le contrôle qualité, améliorer les process, gagner en productivité. À vous de choisir. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci.